Parce qu'aujourd'hui, je veux honorer cette philosophe pour ce qu'elle a enseigné et non pas par les horreurs de sa mort. Parce que je veux que l'empreinte qui reste en nous, dans nos âmes, soit basée sur la lumière et pas sur l'obscurité. Et malheureusement, c'est pour cette raison, pour la raison de ce meurtre horrible, qu'on se souvient d'Hypatie. Et en réalité, l'histoire de la philosophie est parsemée d'une longue liste de martyrs de la sagesse, comme Socrate, Giordano Bruno et plein d'autres. Et le malheur arrive quand la vérité et l'authentique quête de sagesse rentrent en conflit avec des intérêts du pouvoir politique et religieux. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, Hypatie d'Alexandrie, que dire d'elle? C'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors peut-être, comme certains parmi vous, je l'ai connu pour la première fois avec le fameux film qui a été réalisé par Amenabar et que je vous recommande, Agora, si vous ne l'avez pas encore regardé, qui nous dresse un portrait assez juste d'Hypatie, même s'il y a des parties qui sont romancées, qui sont un peu une part de fiction. Et puis, j'ai beaucoup plus investigué sur sa philosophie et sur ce personnage qui me paraît de plus en plus fascinant. Plus on étudie, plus ça devient fascinant. Alors, on est en Alexandrie. On est dans l'an 415 après Jésus-Christ, pendant le Carême. Là, Hypatie, une femme qui enseigne la philosophie, les mathématiques et l'astronomie, est attaquée sauvagement dans la rue par un groupe de moines fanatiques. Ils lui infligent une mort horrible sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder, parce qu'aujourd'hui, je veux honorer cette philosophe pour ce qu'elle a enseigné et non pas par les horreurs de sa mort. Parce que je veux que l'empreinte qui reste en nous, dans nos âmes, soit basée sur la lumière et pas sur l'obscurité. Et malheureusement, c'est pour cette raison, pour la raison de ce meurtre horrible, qu'on se souvient d'Hypatie. Et en réalité, l'histoire de la philosophie est parsemée d'une longue liste de martyrs de la sagesse, comme Socrate, Giordano Bruno et plein d'autres. Et le point commun entre tous ces grands personnages qui, à un moment donné, ont dû périr pour maintenir une idée, c'est qu'ils ont vécu dans des époques tendues. Et le malheur arrive quand la vérité et l'authentique quête de sagesse rentrent en conflit avec des intérêts du pouvoir politique et religieux. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que notre histoire se situe dans la ville d'Alexandrie, qui est une ville portuaire. C'est à l'ouest du delta du Nil, en Égypte, dans une époque de grands bouleversements culturels. On est en 300-400 après Jésus-Christ. Le christianisme est en train d'affirmer sa position hégémonique au sein de l'Empire romain et le fanatisme commence à devenir réellement destructeur, au point de ravager toutes les connaissances scientifiques et culturelles qui étaient plus ou moins reliées à la culture païenne de l'époque, gréco-romaine de l'époque. Alors, à l'époque, on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et pour détruire tout ce qui est païen, on détruit aussi les connaissances, la science et plein d'autres choses. Mais d'une manière générale, au-delà de tout ça, c'est aussi une époque de violence, parce que les affrontements sont intenses, y compris entre chrétiens de courants différents. Il y a même des courants de chrétiens qui s'affrontent, et avec les juifs, donc c'est la totale. C'est une époque de tension et de haine. Et l'histoire est quand même mystérieuse dans tout ça, parce que comment la ville d'Alexandrie arrive à une telle situation? Elle qui, pendant des années, a été le symbole de la coexistence fructueuse de différentes cultures au sein de cette cité, et qui rassemblait dans sa célèbre bibliothèque d'Alexandrie plus d'1 million d'ouvrages. Cette ville qui avait pour idéal, qui a été fondée avec pour idéal de rassembler toutes les connaissances de la planète, quelle que soit la culture, quelle que soit l'origine. On doit cette idée... c'est Alexandre le Grand qui a fondé la cité, mais le premier roi a été Ptolémée Soter, qui, lui, a vraiment conçu cet idéal en créant le musée d'Alexandrie en 287 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Le musée d'Alexandrie, parce qu'il rassemblait tous les arts des muses.
Ce n'est pas un musée comme on l'entend aujourd'hui où il y a des vieilles pièces archéologiques. C'est un musée au sens des arts des muses. Et donc, c'est une sorte de temple de la connaissance et du savoir, qui était non seulement une bibliothèque, mais aussi un lieu où il y avait des espaces propices à l'étude, à l'enseignement. Les érudits de l'époque sont logés sur place. Et là, on rassemble un certain nombre de figures exceptionnelles de la connaissance antique, comme Euclide, mathématicien, Ératosthène, celui qui a mesuré la circonférence de la Terre, Archimède, celui de la poussée d'Archimède. Bon, voilà, tous ces scientifiques, donc on a les noms en tête. Et donc, ils invitaient les sages à habiter sur place, à venir surtout avec tous leurs livres pour la bibliothèque. Et ils s'installaient là, ils étaient un peu nourris, logés, et ils enseignaient sur place, de telle sorte qu'Alexandrie était en train de devenir un immense centre de culture. Ils faisaient à l'époque des efforts incroyables pour récupérer de la connaissance et des livres. Pour faire du commerce avec Alexandrie à l'époque, avec la ville d'Alexandrie, il fallait apporter des livres. Et on fouillait les bateaux. On fouillait les bateaux. Vous savez, aujourd'hui, quand on fouille les transports, c'est pour trouver de la drogue. Donc à l'époque, on fouillait les bateaux pour trouver des livres. Parce que si on trouvait un livre qui n'était pas à la bibliothèque, alors on le copiait, parce que tout ça, c'est avant l'imprimerie, donc on le recopiait. Et on rendait au détenteur la copie, parce qu'on gardait l'original dans la bibliothèque. C'était comme ça. Et bon, voilà, on vient d'une apogée de la connaissance, du rassemblement de toutes ces cultures. Et à l'époque romaine, la décadence commence doucement sur les premiers siècles après notre ère. Alors, premier incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, on est en moins 30. 30 avant Jésus-Christ. Là, c'est un incendie qui est accidentel, parce que c'était pendant une bataille navale pour la conquête de la cité. Bon, dans l'époque romaine, il y a eu quand même un peu de petits sursauts culturels à Alexandrie, avec des grands philosophes néoplatoniciens comme Plotin, qui ont vécu à l'époque. En 215, pour qu'on se rende compte, en 215, l'empereur Caracalla visite le tombeau d'Alexandre. En 300, moins d'un siècle plus tard, un auteur rapporte qu'on ne sait pas où se trouve le tombeau d'Alexandre. C'est ainsi que s'efface la mémoire historique. Aujourd'hui, on ne sait pas où était la bibliothèque d'Alexandrie. Comment on met 1 million d'ouvrages dans le même lieu? Ça prend quand même de la place. C'est ce que je veux dire. On ne sait pas où était la bibliothèque d'Alexandrie à l'époque. Bon, la mémoire historique, c'est quelque chose. Et dans le IIIe siècle, le IVe aussi, les années 300-400, la décadence s'est beaucoup accélérée, notamment avec l'arrivée de plus en plus du christianisme qui prenait beaucoup de place. 323, l'empereur Constantin se convertit au christianisme. Puis 380, c'est l'édit de Théodose qui proclame le christianisme comme religion officielle. Et là, ça va très vite. 391, on déclare qu'il est possible de détruire tous les temples païens. Et là, on y va. Pour qu'on se rende compte des repères symboliques, 383 se célèbrent les derniers Jeux olympiques, qui étaient présents depuis la Grèce antique. 394, on éteint le feu du temple des Vestales. Le feu du temple des Vestales, à Rome, avait été allumé pendant 1000 ans. 1000 ans. Pensez ce que vous voulez de la culture gréco-romaine. Moi, je ne peux avoir que du respect pour une civilisation qui est capable de maintenir un feu allumé pendant 1000 ans. On l'a éteint. Et si on revient à Alexandrie, 391, destruction du grand temple du Sérapéum, où se trouvait la dernière annexe qui restait de la bibliothèque d'Alexandrie, et dont le père d'Hypatie lui-même a été le dernier directeur. C'est le patriarche d'Alexandrie, donc l'évêque de la ville, qui s'appelait Théophile à l'époque, qui a décrété cette destruction du Sérapéum. Et puis son neveu Cyril, qui l'a succédé comme évêque, n'a pas été plus tendre avec les païens et avec toutes ses connaissances, parce que, bon, tout d'abord, c'est les Juifs qui ont pris, hein, il a mené une chasse aux Juifs incroyable.
Puis, il y avait aussi en même temps des groupes de chrétiens armés, lourdement armés, qui se développaient un peu en banlieue de la ville et qui défendaient plus ou moins Cyril et qui s'attaquaient, y compris à d'autres groupes chrétiens qui étaient considérés comme hérétiques déjà à l'époque. Donc, c'est dans tout ce contexte de violence et d'immense décadence que se produit la tragédie de la mort d'Hypatie en 415. Et vous savez, sa mort est tellement significative que pour certains historiens, on considère que le Moyen-Âge commence en 415, avec la mort d'Hypatie. Généralement, on a en tête les dates qu'on a apprises au collège, 476, la chute de l'Empire romain d'Occident. Bon, certains disent 415, c'était un petit peu avant, avec la mort d'Hypatie. Et en réalité, c'était déjà bien parti pour la chute de l'Empire romain d'Occident. Alors, qu'est-ce qu'on sait d'Hypatie ? On sait qu'elle était une grande intellectuelle, sage, au cœur de la cité. On ne connaît pas exactement sa date de naissance. D'ailleurs, la fourchette des historiens, elle est assez vaste. Entre 350 et 370, et décédée en 415. Donc, bon, par là, on ne sait pas trop. Pourtant, Hypatie, c'est une des grandes philosophes. Son nom renvoie à l'idée de sommet. L'adjectif grec hypatos veut dire le plus haut. Et c'est cette grandeur qui l'a fait devenir de nos jours même un symbole de la lutte contre le fanatisme par la force libératrice de la pensée. Et la grande ironie, c'est qu'elle qui enseignait la tolérance a été tuée par le fanatisme, précisément. Sans aucun doute, elle pratiquait et enseignait la philosophie néoplatonicienne. Un historien qui s'appelle Socrate d'Alexandrie, qui n'a rien à voir avec Socrate, le maître d'Athènes, le maître de Platon. Socrate d'Alexandrie disait « Elle était l'héritière authentique de l'école de Plotin, dont Plotin autrefois avait été le chef. Elle enseignait, Hypatie, les préceptes de philosophes comme Aristote, Platon, dans tout ce courant néoplatonicien qui prône notamment l'idée que toute la diversité du monde, de l'univers, émane d'une source unique et transcendante, le Un, avec un majuscule, le Un. Et en enseignant cette philosophie, Hypatie soulignait l'importance de rechercher l'unité à travers la diversité apparente du monde. Cette quête de l'unité n'est pas seulement intellectuelle, mais aussi spirituelle et éthique, parce que ça invite chacun à transcender les divisions superficielles pour s'élever et atteindre une harmonie plus profonde de l'être humain avec lui-même, avec le cosmos, avec les autres. Donc l'objectif difficile que je me donne ce soir est de partager avec vous l'enseignement d'Hypatie et pas tant l'analyse du contexte politique et historique qui a mené à sa mort. Parce qu'on a déjà énormément parlé de tout ça dans plein d'écrits, et c'est ce que vous trouverez le plus facilement sur Internet, toute cette analyse historique. Et je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui s'intéresser à son enseignement parce que le monde est tellement bouleversé. On manque d'élévation, on manque de nuances dans la relation à l'autre, on manque de compréhension. Et Hypatie a laissé des traces, des repères philosophiques pour pouvoir naviguer dans ce monde. Mais partager la philosophie d'Hypatie, c'est quand même quelque chose de difficile, parce que nous n'avons plus d'écrits d'Hypatie. Tout a péri dans les différents incendies de la bibliothèque. On sait qu'elle a écrit, parce qu'il y a suffisamment de témoignages par rapport à ça. On sait qu'elle a, avec son père, commenté des textes scientifiques. Mais on a des sources qui sont vraiment très réduites. Donc, je vous donne tout de suite mes sources. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a toute une série de correspondances avec son disciple proche qui s'appelait Synésios de Cyrène, Synésius ou Synésios, selon le nom romain ou grec, un disciple qui d'ailleurs est devenu chrétien et évêque d'une grande ville, Ptolémaïs. Et il y a d'autres historiens contemporains de son époque qui parlent d'elle. Socrate le scolastique, c'est Socrate d'Alexandrie que j'ai cité tout à l'heure.
Et il y a aussi Damasius, avec la vie d'Isidore. Puis, dans le 7e siècle, il y a un autre monsieur qui a écrit Jean de Nicue sur elle. Et parfois, elle est mentionnée aussi dans un dictionnaire byzantin qui a été écrit en 1499, donc c'est bien après Hypatie, qui s'appelle la Souda. Donc voilà, c'est à peu près ça. On a quelques témoignages de l'époque, on a des reprises un peu postérieures. Donc la conférence, elle est construite un peu avec ça, avec des témoignages de sa vie, des écrits de ses disciples, surtout de Synesius, et après les interprétations de certains historiens, de certains philosophes, les enseignements philosophiques d'autres philosophes du même courant. Je prends appui pour essayer de reconstruire la pensée d'Hypatie. Et avec ça, je vais essayer de dresser l'image de cette philosophe, de ce qu'elle nous a transmis. Forcément, il manquera des choses, parce que l'histoire n'est pas complète par rapport à ça. Donc prenez ce travail d'investigation comme un humble bouquet que l'on fait de tout ce que l'on sait pour partager un peu ce message de paix dans un monde qui a oublié l'importance de la paix. Bon, donc commençons par là. Première chose, Hypatie est connue comme philosophe, mais elle est aussi amplement reconnue comme scientifique. Elle était avant tout une mathématicienne et une astronome. Elle a été influencée par son père par rapport à ça. Son père Théon d'Alexandrie, qui l'a certainement formé, qui lui était un grand commentateur des textes astronomiques d'Euclide et de Ptolémée. On sait qu'Hypatie a commenté l'arithmétique de Diophonte et qui a fait toute une étude sur ce qu'on appelle les sections coniques. Alors, section conique, prenez un cône et découpez le cône avec un plan. Et regardez les figures que ça fait, c'est ça les sections coniques. Et ça, c'est intéressant, parce que les figures qui découlent de ces sections coniques sont des formes qui apparaissent dans le mouvement des planètes et des corps dans l'espace en général. C'est pour ça que c'est intéressant. Et les réflexions de ce type-là, pour en arriver à ce niveau de culture et de connaissance, pour le retrouver après le Moyen-Âge, il a fallu attendre la Renaissance avec Kepler et Copernic qui parlent des mouvements des planètes en ces termes-là. Voilà, on sait aussi, grâce aux lettres d'un de ses disciples, Synesios de Cyrène, qu'elle a contribué à la fabrication d'appareils de mesure, un hydromètre et un instrument pour calculer les mouvements des planètes, une sorte d'astrolabe à l'époque. Et en réalité, à l'époque et dans son enseignement, ce qu'il faut retenir, c'est que la science, la technique et la philosophie n'étaient pas des disciplines complètement séparées. Il y avait beaucoup de liens entre science et philosophie. Déjà, par rapport à cet astrolabe qu'elle a conçu avec Synesios un peu. Synesios l'a fait fabriquer sous le conseil d'Hypatie, dit-il dans une de ses lettres. Donc, Synesios envoie cet astrolabe à son destinataire accompagné d'une lettre explicative. On a la lettre, on n'a pas l'astrolabe. Donc, dans cette lettre, il explique longuement comment l'utiliser et tout ça. Et à un moment donné, il fait un lien philosophique et il dit, grâce à cet instrument, il dit à son destinataire, l'utilisateur pourra forcer ses yeux à voir au-delà des apparences. Le grand objectif philosophique, regardez, voir au-delà des apparences. Et regardez comment c'est beau, sur cette même lettre, il fait une éloge de l'astronomie. Je vais vous le lire parce que j'ai trouvé une belle traduction en français. Donc, quand il y a de belles traductions, c'est bien. Je ne suis qu'un mortel, mais quand mon œil embrasse les astres radieux circulant dans l'espace, alors je fuis la terre et ses grossiers soucis, et je bois le nectar auprès des dieux assis. Et on reconnaît dans cette élévation vers les grands mystères des astres la tradition de l'école pythagoricienne. Pythagore était une grande source pour les philosophes néoplatoniciens. Il y a véritablement toute une lignée qui se trace de Pythagore à Platon, avec Aristote, puis tous les philosophes néoplatoniciens, mais qui a influencé aussi un peu le stoïcisme.
Et l'idée, c'est de relier la contemplation des réalités de la nature, de la science, aux méditations philosophiques. Cicéron, philosophe romain, rapporte des paroles de Pythagore en disant « Tandis que les uns cherchent la gloire, d'autres les richesses, rares sont ceux qui ont pour seule préoccupation d'observer attentivement la nature des choses. Ce sont eux que j'appelle amis de la sagesse, c'est-à-dire philosophes. » Et on attribue à Pythagore ce mot philosophe, qui est pour lui observer les lois de la nature, observer les choses qu'il y a dans la nature. Pas juste pour découvrir une mécanique, pour découvrir la sagesse qu'ils contiennent. C'est ça qui nous intéresse, c'est aller au-delà. Observer le monde, mais avec un autre regard, le regard qui recherche la sagesse et non pas celui qui veut juste décortiquer les mécanismes du monde pour les décrire de façon factuelle et sèche. On va dire ça comme ça. C'est une autre vision des sciences. Et dans l'enseignement d'Hypatie, il y a ce lien puissant entre mathématiques, astronomie et philosophie. Et c'est vrai que dans la vision cloisonnée de notre époque, ça peut sembler bizarre. Mais en réalité, c'est une constante dans cette lignée philosophique de penser, comme les pythagoriciens, que tout est nombre, que l'univers est mental et que tout est nombre. Et donc, les structures intimes de l'univers sont définies par les mathématiques. Et en connaissant ces lois, alors nous nous approchons de la sagesse de la nature, et donc de la sagesse dans l'homme, parce que l'homme fait partie de la nature. Et en nous approchant de la sagesse dans l'homme, on se rapproche aussi de la sagesse cosmique, parce que tout est un, et tout est relié. Donc, si vous voulez, comme il est en haut, il est en bas. Comme fonctionnent les petites choses, fonctionnent les grandes choses. Un atome a la même structure qu'un système solaire. Okay? Donc, par loi d'analogie, on découvre les mystères de la vie et de l'univers. La philosophie d'Hypatie, elle était beaucoup portée là-dessus. C'est pour ça que dans la République, Platon précise que pour parvenir à l'étude de la philosophie, de la dialectique, il fallait passer par l'arithmétique, la géométrie, la stéréométrie, la géométrie dans l'espace, et ça étudie les solides, et l'astronomie. Arithmétique, les opérations. Géométrie, la géométrie plane. Stéréométrie, dans les espaces, les solides. Et l'astronomie, c'est quoi? C'est les solides en mouvement, les planètes. Voilà, donc tout ça, c'est repris par Platon dans d'autres dialogues, toujours en faisant des relations entre les phénomènes astronomiques et aussi l'éthique, la politique. La connaissance des mouvements des astres permet à l'homme de conduire sa vie selon les lois de l'univers. Les stoïciens aussi, on voit les stoïciens comme une école plus pratique, mais disons dans les idées de base, dans les grands principes du stoïcisme, on retrouve cette même idée. Donc Chrysippe, c'est le deuxième directeur de l'école stoïcienne. Il n'y a pas d'autre moyen plus approprié pour parvenir à la définition des choses bonnes ou mauvaises, à la vertu et au bonheur, que de partir de la nature commune et du gouvernement du monde. Parce que pour les anciens, la contemplation de la nature, c'était la contemplation d'un ordre harmonieux. Et si on fait partie de cette nature, nous pouvons alors nous approprier cette harmonie par la connaissance des lois. L'historien Damasius, qui a écrit sur Hypatie, confirme bien que ceux qui transmettent les enseignements d'Hypatie aux générations successives savent que les mathématiques et l'astronomie sont de simples paliers intermédiaires vers une connaissance supérieure. Paliers pour une connaissance supérieure. Donc Hypatie faisait fréquemment des liens entre les sciences et la métaphysique, ce qui va au-delà du physique. On le voit aussi dans les écrits de Synesius de Cyrène, qui écrit à un ami, en lui disant « Je veux favoriser les penchants que je vois en toi pour l'astronomie, et par là t'élever plus haut. L'astronomie est déjà par elle-même une noble science, et elle mène à une science plus divine encore. Je la considère comme la préparation au mystère de la théologie. Elle a pour objet le ciel. Ce magnifique ensemble dont les révolutions semblent à d'illustres philosophes
une imitation des mouvements de l'âme. Elle procède par démonstration et elle s'appuie sur la géométrie et l'arithmétique que l'on peut regarder comme la règle infaillible de la vérité. Si vous voulez, l'astronomie, à l'époque, c'était une philosophie scientifique. C'était une philosophie basée sur des éléments scientifiques. Et c'est vrai que l'astronomie, quand on réfléchit bien, ça apporte des éclairages fondamentaux sur quelle est notre place dans le monde, qu'est-ce que l'être humain, quelle est la nature de Dieu, du bien et du mal. Toutes ces questions peuvent se poser avec l'astronomie. À un moment donné, à la fin du Moyen-Âge, quand on voulait passer, conceptuellement, scientifiquement, d'une conception géocentrique, la Terre au centre, vers une conception héliocentrique, le Soleil au centre, c'était une révolution de la pensée, pas que au niveau de la science. Et c'est que c'est pas pareil de considérer que la Terre, de se considérer le centre du monde, que de ne pas se considérer le centre du monde. Donc il y a des conséquences philosophiques à tout ça par rapport à comment on se positionne dans la vie. Et en étudiant les sciences, on obtient, selon Hypatie, un guide pour résoudre les questions politiques et sociales du moment. On contemple les grandes lois de la vie qui poussent l'être humain à une compréhension plus vaste, à une compréhension, y compris d'une spiritualité qui va au-delà de toutes les religions. On s'unit avec le divin, comme dit Synesius, par la connaissance des lois de la vie. Regardez, petit exemple. Prenez un cercle. Comment se définit un cercle en géométrie? C'est l'ensemble de points qui sont à la même distance d'un autre point. C'est ça un cercle. D'ailleurs, la sphère, c'est la même chose, mais dans l'espace. C'est tous les points qui sont à la même distance d'un autre point, ça fait une sphère. Tout ce qui est à une autre distance, ça ne fait pas partie de la sphère. Tout ce qui est à cette distance-là fait partie de la sphère. C'est comme ça. Ça se définit par rapport à un centre. Donc, vous voyez, le cercle, c'est une infinité de points. La sphère, c'est une infinité de points. Ça se définit par rapport à un centre. Et le centre, c'est un point. Un point, comment se définit un point en géométrique? C'est un objet sans taille et sans dimension. Tout ce qui existe, l'infini, se définit par un objet sans taille et sans dimension. C'est-à-dire qu'il n'existe pas. Il n'a pas de taille ni de dimension, mais il existe, vous me direz, si je trace le cercle, il y a bien un centre. Oui, mais il n'existe pas, il n'a pas de taille et pas de dimension. Donc il y a d'autres réalités. Il y a une réalité transcendante. Et quand on étudie les mathématiques, bim, on fait cette porte spatio-temporelle qui s'ouvre vers la transcendance, vers cette source autre, qui est sur un autre niveau. Donc, pour Hypatie, l'étude des sciences ne va pas nous conduire à une négation du divin, juste parce qu'on a réussi à obtenir une ou deux lois qui nous permettent d'expliquer le monde, soi-disant. Non, quand on étudie les sciences, d'ailleurs, on s'émerveille des lois métaphysiques qu'on vient de trouver, et en plus, on se rend compte de l'immensité des connaissances qui nous restent à découvrir. Donc, on se place comme un chercheur de sagesse, éternellement émerveillé vers ces lois divines. Les sciences peuvent nous conduire vers la conscience de la transcendance d'une forme de spiritualité. Ils nous conduisent vers le divin. Il y a même un poète qui a honoré Hypatie comme l'égal d'une divinité. Il dit « Lorsque je porte mon regard sur toi et tes paroles, je m'incline, puisque c'est la demeure céleste de la Vierge que je vois. Car tes préoccupations sont dirigées vers les cieux. Vénérée Hypatia, toi qui personnifies la beauté du raisonnement, étoile immaculée de la sage connaissance. » Et j'ai souligné cette phrase, « car tes préoccupations sont dirigées vers les cieux ». Parce que qu'est-ce qui nous rend divins? Se préoccuper des choses divines. Non, en Occident, cette notion de divin peut nous gêner, et encore, je n'ai pas dit Dieu. Disons la transcendance ou la spiritualité, si ça vous va. On peut se demander, qu'est-ce qui nous préoccupe? Si ce n'est pas les choses transcendantes, qu'est-ce qui nous préoccupe? C'est intéressant parce que nos préoccupations habituelles
constitue l'espace de vie de notre âme. C'est là qu'on vit. On vit dans nos préoccupations. Donc notre vie intérieure se définit par rapport à qui occupe notre esprit aujourd'hui. On vit où? On vit quoi? Est-ce que nos préoccupations sont instinctives dans la mécanicité de la vie? Ou alors est-ce qu'on a une vie de l'âme qui est préoccupée d'autres choses? Il y a une anecdote aussi un peu marrante du grand mathématicien Euclide, qui lui aussi s'inscrit dans cette tradition où on enseigne les sciences avec ce sens un peu plus transcendant. Et un de ses disciples, de façon un peu irrespectueuse, lui demande mais à quoi ça sert? Écoutez, à quoi ça sert toute cette recherche mathématique dont vous nous parlez? Et là, Euclide se retient un peu et il demande à un autre disciple, il lui dit, toi, donne-lui une petite pièce de monnaie à lui. Comme ça, il comprendra à quoi ça sert. Et puis, lui, il a encore besoin de tirer profit de ce qu'il apprend. C'est une autre préoccupation. Donc, quand on étudie les mathématiques et l'astronomie, comme dirait Platon, c'est pas juste pour développer une acuité mentale, ni même pas juste pour la technologie. C'est des disciplines qui font un pont avec les idées. C'est un escalier pour que l'âme devienne de plus en plus subtile et qu'elle s'ouvre au mystère de la nature et la lumière des archétypes. Les nombres, dans cette vision, les nombres ne sont pas juste une quantité, ils sont des symboles. Le 1, c'est pas juste le 1, c'est pas une chose, c'est le 1, c'est l'unité. Le 2, c'est pas juste un 2, c'est la dualité. C'est-à-dire, c'est les opposés dans le monde, le yin et le yang, le jour et la nuit, etc. Donc, les nombres sont aussi des symboles. C'est un autre philosophe néoplatonicien, Porphyre, qui disait ça. Chaque nombre est le hiéroglyphe ou le symbole d'un archétype. Les opérations mathématiques expriment les opérations entre les archétypes. Donc, c'est regarder avec les yeux de l'âme et faire des liens avec la philosophie. Je vous ai dit que Hypatie aimait beaucoup les sections coniques, découper le cône dans tous les sens et voir les figures que ça faisait. Donc, il y a une section conique qui dessine une parabole. Une parabole, vous voyez, c'est le mouvement que fait un objet. Quand on lance un objet, ça fait comme ça. Ça monte, puis ça descend. C'est ça une parabole. Quand on coupe un cône, il y a une parabole qui apparaît dans une certaine inclinaison du plan. Alors, c'est intéressant, si on regarde avec les yeux, avec une acuité symbolique, avec le regard de l'âme. Voilà, les objets, ça monte, ça descend. Mais on pourrait se dire, c'est la ligne de la vie finalement. Tout organisme vivant, voilà, il monte, il arrive à son apogée, puis il décline comme notre corps physique, il arrive au sommet de sa force et puis il décline. Donc, la vie est comme ça, une parabole. Mais pour ceux qui ont lu Platon, et c'est le cas d'Hypatie et ses disciples, l'âme fait le mouvement inverse. L'âme, elle est divine et spirituelle, dit Platon. Elle tombe dans la matière où elle est enfermée et de là, elle doit se libérer. Tel un oiseau qui est dans une cage, l'âme doit se libérer, dit Platon. L'âme descend et remonte. C'est intéressant parce qu'il y a une parabole qui monte puis qui descend, les choses de la vie, et les organismes vivants, éphémères, et les objets métaphysiques, comme l'âme, font le chemin inverse. Ils doivent rentrer dans la vie, puis en sortir, se spiritualiser. Voilà, et on pourrait rester longtemps avec une méditation comme ça. Et c'est juste une parabole qu'on a vue, qu'on a dessinée. Mais on touche à des lois, à certains invariants de la vie. C'est-à-dire, si je lance un objet, que je le lance ici en Chine ou à l'époque d'Hypatie ou aujourd'hui, c'est pareil, il fera la parabole, l'objet en question. Les figures géométriques deviennent des schémas de méditation. C'est comme les mandalas en Orient. On met un dessin, on médite dessus. Ils faisaient ça, les philosophes alexandrins à l'époque d'Hypatie. Prenez une figure géométrique, vas-y, médite dessus. Voir ce que tu trouves. Et c'est pour ça qu'à l'époque, se convertir à la philosophie, il ne s'agit pas de s'approprier une sorte de corpus, de doctrine, de façon dogmatique. Il s'agit de trouver la sagesse dans les choses, dans une démarche active, et tendre
soi-même, par son propre comportement, vers une réalité spirituelle. Donc on passe des sciences et de la philosophie à une expérience mystique, tout en restant en dehors de tout dogme, doctrine religieuse. Le lien avec le divin se fait par aussi un dépassement de la raison et en activant d'autres facultés. L'imagination, l'analogie, je l'ai fait avec la parabole ou avec le cercle, analogie, l'intuition, une perception des idées qui n'est pas explicable par la raison. Et c'est pour ça que dans l'enseignement d'Hypatie, en toute certitude, on sait que non seulement elle se basait sur des textes strictement philosophiques, Platon, Aristote, tout ça, mais aussi des hymnes orphiques, des traités hermétiques, des oracles chaldéiques qui contenaient à l'époque ce qu'on considérait la sagesse, la base de toute la sagesse du monde. Et puis, pourquoi pas, un texte biblique, parce que ça ne gênait pas Hypatie de mélanger les traditions. Dans le néoplatonisme, il n'y a pas de rejet du phénomène religieux, simplement on l'englobe dans une quête qui est plus vaste. Et on a de bons exemples néoplatoniciens de cette recherche du lien avec le divin, avec Jean Blic, avec Proclus, qui relie les pratiques mystiques et rituelles avec la philosophie, en expliquant toujours de façon symbolique que les dieux sont des reflets du monde des idées. Quelque chose qui découle de l'unité, qui se rapproche du monde des idées. Bon, voilà. Donc, c'est une approche, c'est ce qu'on appelait aussi à l'époque l'approche allégorique. C'est de pouvoir lire un mythe et par le symbolisme remonter à des principes qui vont au-delà du mythe, au-delà de la tradition qui a écrit le mythe, au-delà de la religion en question qui a écrit le mythe. Et ça nous conduit à un deuxième enseignement qui est très important dans la philosophie d'Hypatie, c'est ce qu'on appelle l'éclectisme, la capacité de se relier à différentes traditions en cherchant toujours le meilleur en chaque chose, avec l'idée que chaque être, chaque tradition, chaque religion, chaque civilisation a quelque chose de bon à apporter à l'humanité. L'éclectisme va chercher ce qu'il y a de bon dans chaque chose. Et c'est comme ça que le néoplatonisme, qui était en tout cas pratiqué à Alexandrie, va arriver à concilier beaucoup de religions, toutes les traditions, et notamment le christianisme à l'époque, qui montait en puissance. Parce que pour le néoplatonisme, ça ne pose pas de problème de dire que le un, l'unité primordiale et absolue, c'est Dieu. Et pas de problème pour eux de dire ça comme ça. Et il n'y a pas de problème pour dire que le nous, le monde des idées, d'où découle tout ce qui existe, c'est les pensées de Dieu. Ça ne pose pas de problème pour un néoplatonicien de l'époque d'Alexandrie d'exprimer ça comme ça. Alors que, attention, la philosophie païenne et le christianisme se faisaient la guerre à l'époque. Mais bon, là, il y avait un espace de partage où, par la compréhension subtile de l'autre, on retrouve un point de convergence. On retrouve des choses qui peuvent tout de même nous mettre d'accord. Il ne s'agit pas par là de trahir ses convictions. C'est simplement se dire que si on remonte aux grands principes, on se rapproche de la vérité et on voit qu'au fond, on parle de la même chose. Ce qui revient à une chose très simple, s'attacher plus à la recherche de la vérité qu'au fait d'avoir raison. C'est plus important de trouver une vérité vaste, qu'on puisse tous comprendre, que d'écraser son adversaire. Voilà l'idée de base. Difficile à comprendre dans un monde de violence, mais encore une fois, pour l'école d'Hypatie, c'était possible. Et de toute façon, si on voulait faire de la philosophie à l'époque, il fallait passer par la tradition païenne. Il n'y avait pas une autre philosophie à l'époque. Ce qui était plus difficile, ce n'était pas les principes philosophiques, c'était parfois les pratiques rituelles qui étaient associées à la religion, qui étaient plus difficiles à intégrer pour le christianisme. Et certains philosophes comme Proclus, qui lui est néoplatonicien d'Athènes, pas d'Alexandrie,
Proclus a essayé de maintenir vivant un certain nombre de rites qui, pour les chrétiens, ça passait pas du tout. Tout ce qui est sacrifice, ça passe pas du tout pour le monde chrétien. Lui, il comprenait ça aussi comme le fait de maintenir vivante une tradition mystique. Donc, il y voyait un sens par rapport à ça. Mais dans l'école d'Alexandrie, avec Hypatie, elle a vraiment construit un bon exemple de comment faire la part des choses. Et dire, on garde la philosophie, on reste discret par rapport à la réalisation ou non des pratiques. Et c'est comme ça qu'elle a pu intégrer dans son cercle philosophique des gens de toutes les cultures et de toutes les religions. Ses disciples étaient païens, chrétiens, indistinctement. Elle a été tuée par les chrétiens, mais elle n'a jamais rejeté les chrétiens. Jamais de la vie, elle a cessé d'enseigner les chrétiens. Après, dans les deux cas, païens ou chrétiens dans l'école d'Hypatie, ce qui est sûr, c'est qu'ils devaient eux-mêmes s'éloigner d'un dogmatisme. Ça, c'est sûr. Parce que le philosophe d'Alexandrie qui lit la métaphysique d'Aristote, le Timée de Platon, il va se poser des questions sur l'éternité du monde, sur la relation entre un Dieu créateur, l'intelligence, le divin. Tout ça, voilà, ça peut le travailler. Et c'est le cas de Synesius de Cyrène, parce que là, on a un bon exemple. Lui, il s'est converti au christianisme, il est devenu évêque. C'est pas qu'il voulait être évêque, hein, en fait, quand il témoigne. C'est plus que c'était un peu pour aider sa cité qu'il a pris un poste de pouvoir. Mais c'était comme ça à l'époque. Mais tout en étant chrétien, converti et tout ça, il n'a pas de problème pour, la même année de son baptême, critiquer les excès des moines de son époque. Ça ne lui pose pas de problème, parce qu'il dit la vérité. Donc ça ne lui pose pas de problème. Il cherche la vérité et pas à avoir raison, pas à défendre à tout prix son camp religieux. Il se marie à une chrétienne, Synesius de Cyrène, mais il continue d'étudier la philosophie antique de Platon, etc. Et il exprime même certaines objections idéologiques, doctrinales par rapport à son époque. Des choses comme que l'âme est postérieure au corps, qu'affirmait la doctrine chrétienne, ou la résurrection des corps. Pour un néoplatonicien, ça peut pas passer. Voilà, et par ailleurs, il va reconnaître dans le mystère de la résurrection du Christ une forme de mystère, comme il dit, un mystère sacré et ineffable, loin des opinions de la masse. Donc là aussi, il ne rejette pas le christianisme, mais il laisse comprendre qu'il lui va l'entendre de façon plus subtile que la lettre morte qui est décrite juste comme ça dans la Bible. Et il est dépité, il exprime ça dans ses lettres, de devoir, en tant qu'évêque, enseigner le dogme sans philosophie. Parce qu'il dit, mais malheureusement, les masses, elles ne peuvent pas comprendre, mais moi, je suis obligé de l'exprimer comme ça, parce qu'en plus, c'est le dogme et je suis évêque. Donc, lui, il était toujours un peu tiraillé par rapport à ça. Parce que la philosophie nous aide précisément à sortir du dogmatisme religieux, tout en acceptant une forme de mystique. Il ne va pas forcément s'opposer à une forme de mystique. Voilà, tous les historiens s'accordent, en tout cas, pour affirmer la neutralité religieuse de l'école néoplatonicienne d'Alexandrie. C'est l'art de la nuance, de la compréhension de l'autre. On peut avoir une religion et ne pas perdre son sens critique, comme le prouve Synesius. On peut avoir une croyance et aussi voir la beauté des autres religions. Ce qui fait qu'à l'époque, ça ne posait pas de problème pour les philosophes disciples d'Hypatie d'avoir un petit autel et mettre dessus une figure gréco-romaine, une figure égyptienne à côté, le soir allumer un feu à Zoroastre et au fond être chrétien. Ça ne posait pas de problème pour eux, parce que si on regarde au-delà des apparences des images, tout ça, c'est des principes philosophiques qui en plus se retrouvent au sommet. Donc ça ne pose pas de problème. On est vraiment dans une forme de tolérance supérieure qui n'est pas une tolérance. Aujourd'hui, quand on dit, une fois une collègue me disait, non, lui, je le tolère. Je le tolère, ça veut dire surtout, je me mêle pas de lui, je le laisse vivre, mais on ne vit pas ensemble, quoi. Donc là, la tolérance dont je parle dans le néoplatonisme, c'est on est tous frères, je te comprends et je peux embrasser une part de toi en moi. C'est ça, donc c'est beaucoup plus impliquant
comme fraternité. Tolérance à un autre niveau. À Alexandrie, ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est qu'en réalité, il y avait beaucoup d'écoles de philosophie différentes. Et il y avait notamment une qui s'appelait l'école théologique d'Alexandrie, qui était plus d'orientation chrétienne, ce qu'on appelait le didascalé. Ben, là, même dans la didascalé, on apprenait Aristote et Platon avant d'étudier la Bible. Quand je dis on apprenait Aristote et Platon, c'est pendant des années, hein, c'est 8 ans d'Aristote et Platon. Et qu'après, on voyait donc la tradition biblique, le Nouveau et l'Ancien Testament, comme une allégorie des grands principes qui étaient contenus dans la philosophie. Et dans les écoles de tradition païenne, on faisait la même chose, mais à la fin, on utilisait de façon allégorique la tradition égyptienne, gréco-romaine, etc., etc. Bon, l'histoire, on a voulu autrement, parce que le christianisme s'est beaucoup fanatisé, mais sinon, on aurait pu avoir une forme de syncrétisme un peu gréco-romain chrétien à l'époque, et ça aurait été différent. Mais bon, l'histoire, on a voulu autrement. Parce que les gens cultivés de l'époque, les élites de l'époque, ils étaient déjà un peu syncrétiques dans leur tête. Parce qu'ils venaient d'une tradition païenne, ils connaissaient tout ça. Ceux qu'ils étudiaient, la philosophie, les sciences, c'était partout tradition gréco-romaine. Et bon, ils avaient aussi une spiritualité chrétienne. Donc ça, c'était déjà en eux. Mais bon, ça a changé dans l'histoire. Pour le platonisme, de toute façon, on est invité à se détacher des images, des ombres, et à se connecter aux idées pures. Donc voilà, il ne s'agit pas dans cette tolérance de céder à ses propres convictions, c'est trouver des points de convergence pour élever sa conscience et par cette élévation, découvrir qu'au fond, si tout est un et que l'humanité est une, nous pouvons tout de même constituer une fraternité. C'est distinguer ce qui fait partie des formes éphémères et changeantes et ce qui fait partie de l'essentiel, des grands principes. C'est aussi cette intégration de la différence qui a permis dans les écoles néoplatoniciennes l'intégration des femmes. Et ça vient depuis Pythagore. Donc c'est bien plus loin dans l'histoire. On sait qu'il y a eu beaucoup de femmes admises dans les écoles néoplatoniciennes et ce n'était pas un problème depuis Pythagore. Pourquoi? Parce qu'on peut reconnaître une différence et on peut aussi reconnaître une convergence et une unité. Comme cette pensée est installée, ça ne pose pas de problème d'intégrer quelqu'un qui est différent. Alors, ce que les femmes ne pouvaient pas faire dans la sphère publique, dans les écoles de philosophie, elles pouvaient avoir vraiment des postes de première ligne comme directrice d'école, enseignante et tout ça, au sein des écoles de philosophie. On sait aujourd'hui que les femmes ont pris part active à l'existence, à la diffusion de philosophie. On sait qu'elles ont publié des textes, qu'elles ont donné un enseignement régulier. Alors, il est vrai que souvent, les femmes en question avaient des liens familiaux avec des gens qui étaient déjà dans la philosophie. Autrement dit, elles étaient filles d'un père qui était philosophe ou étaient épouses d'un monsieur qui était aussi philosophe, etc. Mais bon, une fois rentrées dans l'école de philosophie, pas de différence au niveau de l'enseignement. Elles étaient vraiment accueillies pareil, comme tout le monde. Dans l'école pythagoricienne, on dit clairement la femme ne doit pas se soumettre à la volonté du mari, mais elle doit faire usage de son propre sens critique. Même si elle accomplit tout de même son rôle social de femme et mère, elle a une liberté de penser. Ça c'est très clair dans la philosophie pythagoricienne. Et c'est comme ça qu'elles ont pu s'accomplir. Dans l'école d'Épicure, on en connaît pas mal. Bon, Hypatie, bien sûr. Même un petit clin d'œil pour l'activité du banquet de Platon qu'on aura demain soir ici même. Si ça vous intéresse, il y a une représentation théâtrale du banquet de Platon. Il y a un personnage féminin qui apparaît dans ce dialogue, Diotime, comme une forme de maître de Socrate. Alors,
Peut-être que c'est juste un élément mythique, on ne sait pas l'existence historique de Diotime. Mais c'est intéressant de mettre une femme comme figure, maître de Socrate, dans le banquet de Platon, dans tous les cas. Ça veut déjà dire quelque chose. Du moment où on s'élève dans les sphères de l'esprit, peu importe les différences, y compris les différences hommes-femmes. C'est pour cela qu'il faut s'élever, pour aller au-delà des différences et reconnaître une racine commune. Mais pour que cette élévation soit possible, on a besoin de cet accompagnement. Et Hypatie a vraiment excellé dans ce terrain-là, dans le terrain de la pédagogie. C'est un autre grand enseignement d'Hypatie. Elle accompagne cette ascension de ses disciples. Hypatie, on ne lui attribue pas un génie novateur qui a produit de nouvelles idées philosophiques. En réalité, on sait que beaucoup de ses écrits étaient à but pédagogique, comme qui écrit des manuels scolaires, si vous voulez. Donc ça veut dire que l'importance n'est pas dans l'exhaustivité de ce qui va être dit, mais à l'adaptation de ce qui va être écrit pour que ce soit compris par des étudiants qui ont un certain niveau. Et voilà, peuvent être plus ou moins débutants ou plus ou moins avancés par rapport à ce qu'ils doivent intégrer. C'est une question historique. Parce que déjà, à l'époque d'Hypatie, c'est toutes les écoles qui se situent plus comme des héritières d'une longue tradition philosophique, qui n'ont pas tant besoin d'innover, mais qui se disent que dans le monde bouleversé où la connaissance est menacée, l'important c'est de préserver, de transmettre. Donc ils font énormément de commentaires, d'œuvres classiques, et qu'ils s'incorporent aussi dans une forme de vie, de règles de vie. Et bon, donc qu'est-ce qui était enseigné? C'était toute la tradition platonicienne, néo-platonicienne, Porphyre, Plotin, Aristote, Plutarque, bien sûr Platon. Donc on va retrouver en Hypatie un bel exemple de maître de philosophie et ses disciples lui témoignent une immense dévotion. Je pense que ça parle beaucoup du personnage. Parce que quand on lit les lettres de Synesius de Cyrène, qui parle d'Hypatie avec tant de respect, avec tant de dignité, on se dit quand même qu'elle avait une grandeur. Synesius de Cyrène, c'est pas l'homme soumis du coin, hein. C'est un gars qui est né dans la noblesse, qui est devenu évêque après, qui était un poste important, qui avait beaucoup de pouvoir et de responsabilité. Bah lui, là, Synesius, ce monsieur, il écrit en parlant d'Hypatie, en parlant à Hypatie, c'est du lit où me retient la maladie que j'ai dicté pour toi cette lettre. Et puisse-t-elle te trouver en bonne santé, ô ma mère, ma sœur, mon professeur, et pour cela ma bienfaitrice, toi qui mérites de ma part tous les titres d'honneur. Et ça, et bien plus. Ça, et bien plus. Ça, c'est juste un exemple. Je vous en donne quelques autres. Toujours, c'est des lettres de Synesius à Hypatie. Aucun souvenir ne reste aux morts dans les enfers, mais je m'y souviendrai pourtant de toi, ma chère Hypatia. Je vis au milieu des malheurs de ma patrie. Ces désastres me remplissent de douleur. Chaque jour, je vois les armes des ennemis et il commence à raconter des malheurs et des malheurs que je vous épargne. N'importe, je ne quitterai pas ces lieux. Ne suis-je pas libyen? C'est ici que je suis né. C'est ici que je vois les tombeaux de mes nobles ancêtres. C'est pour toi seul que je négligerai ma patrie. Et si jamais je peux la quitter, ce ne sera que pour aller auprès de toi. Synesius, encore une fois, il se comporte vraiment dans une attitude de disciple. Il soumet ses écrits au jugement d'Hypatie. Il lui envoie des livres. Regarde ce que j'ai écrit, qu'est-ce que tu en penses avant publication? C'est ça qu'il fait. Et donc il dit, dans sa lettre, tout d'abord, il fait part de ce qu'il a écrit. À Hypatie, il lui explique pourquoi il a fait ça, tout ça. Puis il dit, sur tout cela, j'attendrai que vous décidiez. Si vous êtes d'avis que je publie mon livre, je l'offrirai aux orateurs et aux philosophes. Il plaira aux uns, il sera utile aux autres. J'en réponds si un aussi bon juge que vous ne le condamne pas. Mais s'il vous semble pas digne de l'attention des Hellènes, si, comme Aristote,
vous préférez la vérité à un ami, mon ouvrage va rentrer dans la nuit du néant, personne n'en entendra parler. Je publie, si vous me dites que c'est bien. Il fait preuve d'une immense dévotion. Et encore une fois, ce n'est pas pour autant qu'il est soumis, écrasé, sans possibilité d'expression. Je vous rappelle qu'il occupe un poste de pouvoir. Et Hypatie, non. Hypatie, elle est maître de philosophie, tout simplement. La relation maître-disciple qui est pratiquée, en tout cas, qui laisse apparaître par là, n'empêche pas une communication d'égal à égal, notamment par l'exercice du dialogue. Dans cette tradition, on explique l'importance d'écouter, et aussi bien que de savoir parler. C'est pour ça qu'il y a des cours de rhétorique qui sont donnés pour savoir parler, mais aussi savoir écouter, c'est important. Et le maître doit aussi savoir écouter. Il ne cesse pas d'être disciple parce qu'il est maître. La condition de disciple confirme son identité de philosophe, comme chercheur amoureux de la sagesse qu'il doit continuer d'être. Le modèle de tout ça, c'est Socrate, qui discutait toujours avec les autres, qui n'était pas toujours en posture d'enseignant, mais qui se mettait comme partie de l'auditoire. Bien souvent, dans les dialogues de Platon, il apparaît comme ça. Et Synesius, tout en louant les qualités de maître d'Hypatie, comme je vous les lis, d'un autre côté, dans un de ses ouvrages, il fait la caricature du mauvais maître. C'est vraiment l'anti-archétype du maître. Et c'est un ouvrage qu'il a soumis à Hypatie, justement. Donc, quand Synesius dit ça, on sait qu'Hypatie l'a validé. Voilà. Et ce que Synesius dit, en faisant cette caricature, ce dessin du mauvais maître, il dit que lui, une fois qu'il a obtenu l'admiration des autres, il n'autorise personne à parler dans son cours, de peur qu'on puisse le remettre en question et que ses élèves le quittent. Il dit, mauvais maître, hein, il est jaloux. Il priera pour qu'il n'y ait aucun sage dans sa cité. Et s'il y en a, il cherchera à détruire sa réputation pour qu'on ne le respecte que lui. Il se comportera, Synesius, il aime bien les petites blagues, il se comportera comme un vase complètement rempli de sagesse. Il n'y a rien d'autre qui peut rentrer. Et comment pourrait-on lui donner de nouvelles connaissances s'il est déjà rempli d'envie et de rancœur? Et on sait qu'Hypatie, en tout cas, était d'accord avec cette vision parce que c'est précisément elle qui a validé le texte de Synesius. On peut supposer par là que l'instruction qu'a reçue Synesius avec Hypatie est une forme de relation où le maître n'est pas jaloux du progrès de ses disciples, bien au contraire, il n'est pas jaloux de l'existence d'autres maîtres. Pour lui, c'est aussi important d'apprendre que d'enseigner. Et le maître ne doit pas non plus faire de son enseignement une sorte de théâtre pour plaire aux autres et obtenir les applaudissements des uns et des autres. Il perd, sinon, une opportunité de s'améliorer et il devient un professeur médiocre. Voilà, tout est dans une forme de profondeur dans la relation on sait, c'est pas parce qu'on aime, hein, et qu'on reconnaît l'autre, qu'on le considère comme son maître, qu'il y a une relation de domination. Au contraire, il y a beaucoup d'amour. Au contraire, il y a beaucoup d'amour dans cette relation. La relation est proche, il y a une proximité. Il était normal, à l'époque, que les cours soient parfois donnés au domicile du maître. Et ce, même s'il y avait le musée, même s'il y avait les grandes écoles. Parfois, c'était chez eux qu'ils donnaient cours. Il y avait un état d'esprit de famille où les disciples tissaient des véritables liens d'amitié, de fraternité entre eux. Et voilà, il y a une proximité, et pourtant, il y a aussi la reconnaissance de la grandeur de l'autre, de ce que l'autre nous apporte, tout simplement. Synesius, il est dévoué à Hypatie, elle la qualifie, en parlant avec d'autres disciples, elle la qualifie de guide authentique dans le mystère de la philosophie, ou carrément de sainte, la préférée de la divinité. Elle parle de son âme divine. Bon, divine, ça paraît grand
À l'époque, on parlait de Platon comme étant divin aussi et de tout ce qui se rapprochait des grands mystères de la philosophie. On pouvait... L'empereur Julien parlait de Jamblique, philosophe néoplatonicien aussi, comme divin. Il était l'empereur. Bon. Mais il suivait un enseignement de Jamblique. Voilà, ce qu'il faut retenir, et que pour nous ça peut être comme une découverte, hein, c'est que les relations entre le maître et les disciples étaient vraiment des cercles d'amitié philosophique. Dans ses lettres à Hypatie, Synesius, il me touche, il est touchant. Il envoie toujours des salutations à ses camarades. Il dit « Salut-moi, Héroclès, Olympius, salut-moi, machin. » Et il rajoute « Et s'il y a d'autres qui ont rejoint votre cercle et qui méritent mon respect, alors je les salue également. » Je salue même ceux que je ne connais pas, mais qui sont avec toi, parce que je sais qu'on partage quelque chose. Ce qu'il y a derrière, c'est ça. Je sais qu'au fond, on partage quelque chose. Et c'est une amitié qui va au-delà des frontières, qui va au-delà du corps physique, au-delà de tout. C'est une amitié basée sur le partage d'une sagesse. Elle transcende les religions, elle transcende les origines. Les gens qui venaient suivre l'enseignement d'Hypatie, ils étaient de partout, et de toute confession. C'était bien loin des confrontations sociales auxquelles ils étaient soumis par ailleurs ces mêmes personnes. Voilà, donc il y avait un cercle intime où il y avait une forte amitié, mais il y avait aussi un enseignement public. Ce n'est pas pour autant que le cercle est toujours refermé. Il y avait aussi un enseignement public. Socrate de Constantinople en parlant d'Hypatie. Elle enseignait un nombre presque infini de personnes qui accouraient en foule pour l'écouter. Ou Damasius. Vêtue de la toge des philosophes, elle faisait des tournées en pleine ville et expliquait publiquement à ceux qui voulaient l'écouter les doctrines de Platon, d'Aristote et tout autre philosophe. Bon, les gens qui venaient écouter Hypatie, comme ça en foule, tout ça, certainement, elles faisaient partie d'une élite cultivée d'Alexandrie, qu'ils occupent des postes politiques ou pas. Certainement, ils appartenaient à ça. Mais c'est pour dire, il y a un enseignement proche où il y a un état d'esprit de famille et il y a aussi un enseignement public où c'est ouvert à tout vent, au tout venant. D'un côté, il y avait ces étudiants proches qui s'appelaient eux-mêmes compagnons ou camarades. Le terme en grec, c'est etairoi. C'est aussi un terme qui est utilisé pour ceux qui combattent ensemble, qui délibèrent et qui partagent le repas avec leur chef. C'est partager un repas, c'est compagnons. Et bon, il y a vraiment des liens qui se tissent. D'un autre côté, il y a un enseignement public. Et déjà Plotin qui a précédé Hypatie d'un siècle à peu près, il avait fait une distinction similaire dans son enseignement. Lui, il avait 3 groupes. Il avait les mécènes. En fait, c'est des riches mécènes. Ils ne suivent pas un enseignement, mais ils veulent bien nous aider. Donc, ils font partie d'un cercle d'amis, si vous voulez. Il y avait aussi des auditeurs occasionnels et les etairoi, les compagnons. C'est le cercle proche. Selon le niveau que chacun veut avoir, il y a plusieurs façons de suivre l'enseignement. Témoin de cette amitié qui se maintient au-delà du moment des études, nous avons encore une fois la lettre de Synesius, où quand il écrit à ses anciens compagnons, même si après ils sont partis, chacun occupe des postes dans sa ville, tout ça, il continue de s'écrire. Et il exprime, bon, je vous lis un morceau de sa lettre, Synesius à son compagnon Herculien, qui dit « Homère a dit qu'un des profits retirés par Ulysse de ses longues courses était de connaître les villes et les mœurs de beaucoup de nations. Et cependant, les peuples chez lesquels abordait Ulysse n'avaient rien de civilisé. En quels termes le poète aurait-il donc chanté notre voyage? Car il nous a été donné, à vous et à moi, de vérifier des merveilles dont le récit nous paraissait incroyable. Nous avons vu, nous avons entendu celles qui président légitimement au mystère sacré de la philosophie. » C'est Hypatie, hein.
Dans le cours ordinaire de la vie, il s'établit entre les hommes des liaisons par la communauté des intérêts. Nous, qui sommes rapprochés par nos âmes, c'est-à-dire par tout ce qu'il y a en nous de plus noble, nous devenons, ainsi le veut la loi divine, une mutuelle affection. Pour moi, après avoir joui de votre compagnie, il me semble, quoique je suis maintenant éloigné de vous, voir encore votre image, gravée dans ma mémoire, qui m'est toujours présente. Votre voix résonne à mes oreilles. Je suis sous le charme de vos divines paroles. Il dit ça à un ami, il dit ça à un compagnon philosophe. C'est une union, une amitié qui va au-delà du contact physique. Et les conversations qu'il a avec lui-même, c'est comme s'il les avait avec son ami. Bon, maintenant qu'on a décrit voilà, les grands principes philosophiques enseignés par Hypatie et aussi le mode de transmission de son école, qui est un enseignement à part entière, on peut aussi s'intéresser au système de valeurs, de comportements qu'elle va transmettre à ses disciples. Parce que son comportement était une réelle source d'inspiration, d'éthique et de morale pour eux. Le comportement éthique d'Hypatie est loué dans tous les témoignages. Ok, sauf un, où elle est par ailleurs traitée de sorcière mécréante, donc on va dire qu'elle est un petit peu biaisée comme témoignage. Mais sinon, on parle toujours de sa vertu, qu'elle ne perdait pas la réserve, la modestie, qui lui attirait le respect de tout le monde. Sa vertu, tout élevé qu'il était, ne se situait pas au-dessus de la jalousie. Donc elle ne tombait pas non plus dans la prétention, la jalousie. On disait, outre son talent à enseigner, elle était parvenue au sommet de la vertu par son comportement. Elle était respectueuse des règles, irréprochable, et elle était restée toujours vierge. Bon, ça c'était quelque chose d'important à l'époque. Donc, certains auteurs le citent. Tous ces témoignages, et avec ses disciples aussi, nous dressent un personnage, une image de personnage où sa vertu est vraiment unanimement reconnue. Et on sait que la vertu, c'est une autre façon d'enseigner, n'est-ce pas? Par l'exemple. Damasius, historien de l'époque d'Hypatie, met en avant deux vertus d'Hypatie principalement. La tempérance, la modération, et la justice, qui font partie des 4 vertus cardinales de Platon et d'Aristote. Il manque là le courage et la prudence. Mais bon, si vous voulez, on va se concentrer sur la tempérance et la justice qui ont été soulignées très souvent pour décrire Hypatie. Commençons par la tempérance, qui se manifeste souvent dans les témoignages comme la maîtrise de ses instincts, notamment avec cette chasteté qu'elle avait choisie, chasteté exemplaire. Il faut savoir, pour sortir de repères culturels qu'on peut avoir, que l'idéal d'ascétisme par la chasteté était commun à toutes les élites de l'époque d'Hypatie, pour les hommes et pour les femmes. C'était un invariant pour l'époque, vu comme un idéal. Donc faisons comme les néoplatoniciens, on ne juge pas avec les yeux de notre époque. On remonte vers les principes essentiels et on voit ce qu'ils ont à nous apprendre. Donc, avec les yeux de notre époque, ça peut nous paraître plus ou moins juste, mais si on remonte à tout ça, on se rend compte que bon, la beauté des corps est inférieure à la beauté de la sagesse. C'est dans la pensée néoplatonicienne. Pour Platon et tous ces philosophes, l'important c'est quand même de s'éloigner des apparences et aller vers l'essentiel. Sachant que la beauté n'est pas non plus séparée de la vertu. Parce que souvent, quand on parle d'Hypatie, on mentionne sa vertu et sa beauté, mais les choses allaient ensemble à l'époque. On n'en sait rien sur sa beauté physique à Hypatie. Mais être beau, à l'époque, quand on l'associe à la vertu, c'est un idéal qui va plus loin. C'est être beau, être bon était la même chose pour la philosophie de l'Antiquité. Parce que dans l'enseignement d'Hypatie, on parle d'élévation de l'esprit pour se relier au divin, aux puissances de l'esprit, mais ça n'est pas suffisant.
il faut aussi avoir un comportement éthique sans faille. Sinon, on tombe dans une forme d'intellectualisme et d'incohérence en soi. La connaissance philosophique, la sagesse, est impossible, disait-il, sans la purification de l'âme qui se produit par la vie morale. Et on a une belle image chez Plotin, le philosophe Plotin, qui, pour parler de cette purification, il disait qu'il fallait se sculpter soi-même. Qu'au niveau de la vertu, de la morale, on était comme un bloc de marbre et on devait venir retrancher ce qui était un peu de trop en nous. Donc on enlevait les défaillances, limait les aspérités et fait ressortir les belles choses en nous. Donc on fait une sculpture de soi-même. On épure le superficiel pour faire émerger ce qui est supérieur. Alors on acquiert notre propre beauté, celle qui vient de nous-mêmes. Ça ne nous a pas été donné de l'extérieur. Elle émerge de nous-mêmes par une forme de purification. On enlève ce qui ne va pas. Donc tempérance. Tempérance, c'est aussi modérer ses émotions et ses affects. Ce n'est pas que modérer son corps, évidemment. Modérer ses affects pour s'en libérer. Disons que toutes les vertus peuvent être vues d'un point de vue très physique, mais en bon néoplatonicien, on va voir aussi comment elles agissent dans l'âme. Par exemple, la vertu qu'on appelle le courage ou la force, une force physique, tout ça, prendre des risques physiquement, très bien, mais la force morale, savoir rester droit face à l'adversité, par exemple. Donc toutes les vertus peuvent être vues de façon plus subtile. C'est le néoplatonisme qui nous invite aussi à passer d'un amour plus charnel à un amour éthique qui va au-delà de la présence physique de la personne, parce qu'on apprécie quelque chose de plus profond en elle. Tout ça pour parvenir à une tranquillité de l'esprit qui est indispensable à la vie philosophique. La sagesse est un idéal qui implique non seulement un effort théorique, c'est-à-dire de méditation, des idées, tout ça, mais aussi un effort ascétique. Ascétique vient de ascésis, qui veut dire exercice, c'est-à-dire des choses concrètes de la vie, de se donner une discipline de vie concrète qui nous permet aussi de vivre la sagesse, une discipline de vie au quotidien. Et on est invité à s'éloigner des plaisirs parce que, comme dit Synesius dans une de ses lettres, le mal est plus persuasif quand il est guidé vers les plaisirs. Le mal est plus persuasif quand il est guidé vers les plaisirs. Non, attention pour les plaisirs. Bon, on parlait de tempérance, on peut aussi parler de la justice ou de l'harmonie. C'est presque le même mot. Socrate le scolastique attribue cette vertu à Hypatie pour décrire la façon dont elle se comportait avec le monde extérieur et notamment avec les autorités de l'État qu'elle côtoyait. Hypatie n'a jamais occupé un poste de pouvoir, mais elle était conseillère de grands hommes. Le plus connu, c'était Oreste, qui était préfet d'Alexandrie à l'époque, qui d'ailleurs était chrétien. Il ne gagnait rien à se rapprocher d'elle, Oreste. Au contraire, c'est bien. Ça veut bien dire qu'elle lui apportait un autre regard sur les choses et qu'il appréciait sa compagnie pour ça. La justice, là aussi, on retrouve cette idée que la justice est une harmonie qui fait que, comme on s'intéresse à l'harmonie cosmique par les mathématiques, l'astronomie, tout ça, cette harmonie se reflète également à l'intérieur de soi, dans sa vie morale, sa relation avec soi-même et dans la vie en société. Donc c'est la quête d'une harmonie sociale également, où chaque chose est à sa place. Regardez, harmonie cosmique, ça veut dire quoi? Chaque planète dans son orbite, et chacun jouant son rôle dans un écosystème, que chaque être accomplisse la tâche dans son écosystème. Et cela crée un équilibre harmonieux entre les choses. Et en soi, c'est pareil, c'est que chaque chose doit être à sa place. Ce n'est pas nos affects et notre colère qui doivent nous guider pour une décision importante. Chaque chose à sa place. On a aussi décider avec les organes en nous qu'ils ont fait pour décider. Et pour l'harmonie sociale, eh bien, l'éclectisme. Chacun a quelque chose de bon à apporter et nous pouvons vivre ensemble si on est guidé par une quête supérieure qui dépasse les différences. Bon, voilà un portrait, un tableau
de ces enseignements d'Hypatie? Il en manque certainement. Peut-être j'ai fait des interprétations à un certain moment en m'appuyant sur d'autres philosophes de cette lignée. Bon, on fait ce qu'on peut avec les informations qu'on a et c'est déjà pas mal. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, en transmettant tout ça et avec l'influence qu'elle a pu avoir, certainement que ça gênait certains, certainement que ça a eu quelque chose à voir avec son assassinat. Mais le destin d'Hypatie ne se termine pas là, parce que d'une certaine manière, son histoire a finalement traversé les siècles. Elle a inspiré de nombreux philosophes, elle a été reprise au XIXe siècle, au XXe, etc. Et elle est devenue carrément un symbole, un puissant symbole humain. Pour moi, et c'est peut-être l'image avec laquelle je veux qu'on parte, je vois Hypatie comme un phare, comme le phare d'Alexandrie. Et ce phare qui est là pour guider les bateaux. Parce qu'elle aussi, elle a tenu et gardé allumée la flamme de l'esprit jusqu'au terme de sa vie. Elle a osé aventurer son esprit dans des sentiers complexes. Elle montrait par là le chemin de la liberté de penser et une forme de résistance à une pensée dogmatique et préformatée, quelle que soit sa forme. Son message est, hélas, on ne peut plus actuel, n'est-ce pas? C'est un message d'union, de paix, d'amitié, par la connexion à quelque chose de plus grand que nous. Merci à Hypatie et merci à vous pour votre écoute. Merci.